La peur prend plusieurs aspects, revêt plusieurs visages. Elle est en nous tous. Mais imaginez-vous celui dont la peur l'envahit continuellement. Ou bien pire, celui qui anticipe sa peur avant même qu'elle ne soit présente. Cette peur d'avoir peur qui nous incite à s'emprisonner, qui nous amène à s'éloigner de la vie. C'était beaucoup la nuit. Ça me réveillait, j'étais en douleur. Toute la cage thoracique, dans les bras, les mains engourdies. Elle arrive soudainement et sauvagement. Par exemple, comme moi, quand c'est arrivé, j'étais assis confortablement, prenant le soleil, un dimanche après-midi. Je suis vraiment inconfortable. À un moment donné, on sent que ça commence à monter. Pour moi, la peur d'avoir peur, c'était la peur de devenir fou. La phobophobie, c'est la peur d'avoir peur, ce que nous, les cliniciens, psychologues, appelons communément le trouble panique. C'est la peur de refaire une autre crise de panique. Alors, si on comprend bien le cycle, au départ, il peut y avoir une pensée qui a provoqué une crise de panique. En fait, on entretient une pensée anxieuse. Une pensée anxieuse, c'est une pensée qui contient de la peur. Alors, quand on pense à quelque chose, il y a toujours une émotion associée à la pensée. L'émotion génère chez nous une sensation. Alors, si la pensée est négative, exemple, c'est une anticipation de quelque chose qui peut être menaçant. Alors, nécessairement, l'émotion ressentie va être une émotion qui va générer une sensation de peur. Et si la sensation est perçue comme menaçante, elle va, elle, à son tour, générer un état d'âme qui peut provoquer une crise de panique. Le trouble se manifeste après de longues périodes de stress. Ça peut être un stress chronique comme une maladie ou des problèmes financiers ou une rupture. C'est peut-être qu'on a eu des stress prolongés pendant des longues périodes de temps. C'est un peu comme si on avait un verre et puis à tous les jours, on y mettait une goutte d'eau. Et puis un jour, le verre est plein. Et puis il y a une goutte d'eau qui fait qu'elle déborde. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière qui a causé la crise de panique ou la première qui a fait déborder le verre? On ne sait pas. Les conséquences que ce désordre-là peut apporter sont quand même très importantes. Les gens se mettent à éviter certains environnements, éviter le métro, éviter l'autoroute, éviter les ponts. Alors, à ce moment-là, il y en a qui finissent par abandonner leurs études ou même abandonner leur travail. Ils peuvent devenir très isolés pendant plusieurs années, en fait, et ils s'en sortent rarement sans une aide thérapeutique. Et même après tant d'années, c'est aussi traitable que même si ça fait juste un an que les gens en souffrent. Quand je faisais des paniques, c'est ça, je faisais des crises d'angoisse, des douleurs au niveau de la poitrine, puis des bras, puis jusque dans la gorge, puis aller jusqu'à des tremblements. Souvent, j'étais obligée d'appeler le 911. J'étais allée, moi, jusqu'à écrire une lettre à ma fille, mes dernières volontés. Après avoir écrit cette lettre-là, j'ai éclaté en pleurs. Et puis, j'ai crié à mon Dieu de faire quelque chose. J'ai dit, t'es capable de faire un miracle pour les autres. Ben, j'ai dit, il est temps que t'en fasses un pour moi, puis ça presse. Le lendemain que j'ai écrit cette lettre-là, je vomissais, et puis j'ai appelé 911, puis l'ambulancière a découvert ma lettre sur la table. Fait que c'est ça, on peut aller jusqu'à justement vouloir mourir, vouloir sortir de ce marasme-là.
de ces peurs-là. Dans les rencontres, les gens, on ne peut pas les guérir, on peut les soulager. C'est-à-dire on peut les amener, eux, à changer leur façon de vivre pour qu'ainsi ils trouvent un confort dans leur vie. Alors on va leur montrer des trucs comme la respiration, on va leur dire qu'il faut qu'ils changent leur façon de se nourrir. Par exemple, s'ils prennent trop de café, trop de chocolat, trop d'excitants, on va leur conseiller de réduire leur consommation. On va leur conseiller de faire de l'exercice, peut-être d'apprendre à méditer. Alors, c'est eux-mêmes qui vont faire le parcours. Nous, on est là seulement pour les accompagner dans leur démarche. On peut toujours échapper aux crises de panique. On peut toujours s'en sortir. On peut toujours se guérir du malaise que nous avons. Si on a causé le malaise, certainement qu'on peut s'en guérir. Alors, moi, j'en suis une preuve. Au début, je pouvais faire 2-3 crises de panique par jour. Et aujourd'hui, j'en fais plus. Alors, j'ai utilisé les moyens qui m'ont été enseignés pour m'en sortir. Pas tous vont s'en sortir de la même façon, mais tous finissent par utiliser les bons mécanismes. Alors, c'est à eux d'utiliser les mécanismes, et ces mécanismes-là doivent être utilisés à répétition. Alors, une des choses qu'on pourrait dire aux gens qui souffrent de phobophobie, c'est qu'ils doivent trouver de l'aide le plus rapidement possible. Parce que la phobophobie, si elle n'est pas traitée, peut conduire jusqu'au suicide. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut dénoter chez un individu. Quelqu'un qui souffre de ce problème-là, on ne le voit pas chez lui. Ce n'est pas apparent. Parce que les gens sont secrets, ils vont se cacher, ils vont avoir honte de leurs conditions. Et ça dégénère souvent en dépression nerveuse. Je pourrais les encourager fortement, soit à aller à Phobie Zéro ou demander de l'aide, que ce soit au 811, au CLSC, les médecins. Il y a une panoplie d'endroits où on peut faire appel, puis c'est de faire appel justement. À un moment donné, notre cri est entendu. Connaissons-nous réellement la peur? Pourquoi s'empêcher d'avancer dans la vie? Pourtant, certains phobophobes n'ont pas peur d'aller consulter. Ils s'en sortent très bien. Il suffit d'un pas en avant et nous avons vaincu notre